Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, la saison politique de la Chine va bientôt s'ouvrir à Beijing. Comme d'habitude, les deux sessions, ou Lianhui, commenceront par le Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, mieux connu sous son acronyme CCPPC. Son porte-parole, Wang Guoqing, vient juste d'informer les médias des questions qui seront couvertes lors de l'événement de cette année, de l'économie à la sécurité sociale. Cette année, la CCPPC se concentrera davantage sur les problèmes économiques et organisera un atelier sur la situation macroéconomique. L'atelier se tiendra chaque trimestre, 2 fois plus que l'an dernier. Les membres de la CCPPC étudieront également comment réduire les coûts pour les entreprises dans l'économie réelle, pour la réforme de l'offre, et comment stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat, améliorer les services financiers et soutenir les jeunes pousses. Ils conduiront des discussions et des recherches en profondeur et livreront leurs avis. Monsieur Wang a dit que la Chine est confiante qu'elle réalisera une croissance économique d'une vitesse de moyenne à rapide en 2016. Il a ajouté que les 6,9% de croissance chinoise de l'an dernier étaient époustouflants comparés aux performances des économies internationales et que l'économie chinoise s'est développée avec une bonne qualité. Monsieur Wang a dit que les membres de la CCPPC se concentreront également sur d'autres problèmes, dont l'environnement des affaires pour les étrangers et les systèmes de soins chinois. Ces dernières années, la CCPPC a attaché une grande importance à la réforme de la santé et des soins et nous avons mené des études et des recherches ainsi que des ateliers bi-hebdomadaires. Cette année, nous avons inscrit ce problème à notre agenda. À l'issue de la réunion de l'an dernier, le président de cette conférence avait donné des instructions pour mener des recherches, des études et des consultations sur ce sujet. Cette année, des équipes de recherche dirigées par 3 présidents vont prendre des contacts pour voir quelle est la situation réelle sur le terrain. La session annuelle de la conférence consultative politique du peuple chinois, la CCPPC, va officiellement ouvrir ici à Beijing demain. Par avance, des centaines de propositions ont été soumises à un sous-comité de la CCPPC pour évaluation. Voici le sous-comité de réception des propositions de la CCPPC. Il recueille et catégorise les propositions des conseillers politiques pour assurer qu'elles soient traitées une fois approuvées par la CCPPC. Elles seront envoyées aux ministres et aux commissions pour implémentation. Jusqu'à maintenant, plus de 500 propositions ont été soumises, un nombre qui ne cesse de croître. Les propositions que nous avons reçues jusqu'à maintenant se focalisent sur le maintien de la stabilité économique tout en améliorant la croissance, en mettant en pratique les réformes économiques, politiques et sociales et en améliorant l'éducation et le niveau de vie. Parmi les propositions, plus de 450 proviennent des partis démocratiques et de la Fédération chinoise de l'industrie et du commerce. Le reste émane des membres de la CCPPC. Pendant des décennies, la Chine a essayé de lancer des campagnes d'incitation à la lecture, mais n'a pas eu beaucoup de succès. Alors cette fois, j'ai décidé de renforcer la construction sociale pour encourager la population à lire. J'ai décidé de proposer de permettre aux associations industrielles et aux chambres de commerce d'aider à promouvoir et à améliorer les entreprises. Cette année, les propositions doivent se présenter sous forme détaillée avec des idées concernant leur implémentation. Résultat, le nombre de propositions devrait tourner autour de celui de l'an dernier et même diminuer un peu. Qualité et pas quantité, tel est le nouveau mot d'ordre. En Chine, c'est la période de l'année où les 2 organes politiques les plus importants se réunissent pendant une période de 2 semaines pour établir le programme de l'année à venir. La réunion entre l'Assemblée législative suprême de Chine, le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine et l'organe consultatif suprême, le comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, est connue sous le nom de 2 sessions. Un centre de presse a été installé à Beijing pour faciliter le travail des journalistes. Plus de 3200 journalistes se sont enregistrés et plus de 1000 d'entre eux viennent de l'étranger. Il s'agit d'une légère hausse par rapport à l'an dernier. Le centre organisera plus de 10 conférences de presse et sera le lieu d'entretien. Le directeur adjoint Zhu Shuochen déclare que les journalistes peuvent trouver les informations des 2 sessions
sur le site internet officiel et le compte WeChat du centre, ainsi que des mises à jour des annonces de conférences de presse et de réunions. À l'approche des sessions annuelles de l'APN et de la CCPPC, Monsieur l'ambassadeur de la République du Congo en Chine a rencontré notre journaliste Xie Changchang pour exprimer son point de vue face à cet événement majeur de la vie politique chinoise. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Vous assisterez à la session annuelle de la CCPPC et de l'APN en tant qu'observateur étranger. Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus? C'est avec beaucoup d'intérêt que je participe à ces réunions, notamment quand l'occasion nous est donnée à nous tous qui sommes invités de prendre connaissance du rapport d'activité de ces deux organes et surtout du rapport d'activité que présente le gouvernement à l'Assemblée populaire nationale. Je pense que la CCPPC et l'APN permettent aux ambassadeurs étrangers comme vous de mieux comprendre la politique intérieure et internationale de la Chine. Pensez-vous que la Chine et la République du Congo puissent s'inspirer mutuellement de leur voie de développement et de la gouvernance du pays? C'est peut-être aussi l'objet de l'établissement des relations diplomatiques qui a eu lieu entre les deux pays depuis longtemps et on peut dire aujourd'hui le fort haut niveau de coopération qui caractérise les relations entre la Chine et le Congo. Depuis sa prise de fonction, le président Xi Jinping tient sa promesse d'approfondir les réformes pour garantir un meilleur développement au pays. Quelles sont vos remarques sur sa gouvernance? Je pense qu'il a su tenir compte de la situation de la Chine d'aujourd'hui et aussi du passé récent de la Chine qui était fait d'une très forte croissance. Et naturellement, s'il s'arrête, comme on dit, essaie de dormir sur les lauriers, ce ne serait pas évident pour la Chine de tenir les défis qui s'opposent à elle aujourd'hui. Il fallait absolument approfondir cette politique d'ouverture et de réforme et c'est ce que le président Xi Jinping fait si habilement. Cette année, nous célébrons le 60e anniversaire des relations sino-africaines. Selon vous, quelles sont les caractéristiques de cette amitié si unique et comment la Chine et les pays africains doivent-ils coopérer dans l'avenir? Effectivement, quand vous parlez de relations sino-africaines, je pense que c'est la référence qui est faite à l'année à laquelle la Chine a établi les relations diplomatiques avec un premier pays africain, je crois que c'était l'Égypte, en 1956. C'est un peu le pays qui a ouvert la voie à tous les autres. Vous noterez qu'à cette époque, il n'y avait pas encore beaucoup de pays africains indépendants. Et l'Égypte était déjà parmi ceux-là, a ouvert la voie donc aux autres pays qui ont suivi, surtout dans les années 60. C'est un grand événement qui a d'ailleurs été déjà salué en 2006, quand s'était tenu le premier sommet du Forum Chine-Afrique, qui normalement, comme vous le savez, se tient au niveau ministériel. Mais pour saluer cet événement, déjà en 2006, les deux parties avaient convenu de tenir tout un sommet ici en Chine. C'est une référence très importante et aujourd'hui, je pense que beaucoup de pays africains ont suivi la voie de l'Égypte et la Chine a pratiquement des relations diplomatiques avec la quasi-totalité des pays africains et ça se passe très bien. Vous avez la preuve avec ce qui s'est passé dernièrement en Afrique du Sud, au sommet de Johannesburg. Et pendant que les plus importants comités consultatifs et législatifs de Chine tiennent leur réunion annuelle, aussi appelée les deux sessions, plusieurs propositions touchant le monde de la culture sont à l'ordre du jour. Il a notamment été question d'initiatives conçues pour élargir la portée du théâtre et du cinéma, mais aussi pour protéger le patrimoine immatériel de la Chine. Les membres des cercles littéraires et des arts de la Conférence consultative politique du peuple chinois, le CCPPC, ont fait part de leurs suggestions pour le développement de la culture nationale. Le comédien Gong Anlin, qui est bien connu pour ses sketchs humoristiques, a participé aux deux sessions lors des 9 dernières années. Cette année, il a fait 2 propositions, une qui vise à prévenir la violence dans les écoles et une autre portant sur les façons qui permettraient d'élargir la portée du théâtre et du cinéma.
Nous avons vu beaucoup de comédies dans les théâtres. Le public aime bien les comédies parce qu'ils veulent rire. Mais d'une perspective artistique, nous avons besoin d'autre chose. Il devrait aussi y avoir des films sérieux et des films d'auteur qui se concentrent sur les gens et sur la société. Des films diversifiés nous aideront à améliorer le niveau d'appréciation artistique. La protection de la culture traditionnelle est aussi un sujet qui fait l'objet de chaudes discussions au sein des cercles de la littérature et des arts. Le patrimoine immatériel fait face à de grands défis dans le monde moderne. C'est très difficile de le transmettre sans modification d'une génération à l'autre. J'espère que le gouvernement pourra offrir une aide pour que les héritiers de ce patrimoine puissent s'assurer de la survie de ces formes d'expression artistiques. La culture traditionnelle chinoise est en quelque sorte marginalisée à l'extérieur de la Chine. Nous devrions continuer à faire la promotion de la culture chinoise et à faire voir au monde l'essence même de la Chine. Les deux sessions font référence aux rencontres annuelles de l'Assemblée populaire nationale, le principal organe législatif du pays, et le CCPPC, l'organe consultatif politique suprême du pays. En tout, plus de 1600 propositions ont été déposées cette année. La Chine demeure le pilote de l'économie mondiale malgré le ralentissement intérieur. C'est l'opinion de nombreux universitaires étrangers que nous avons interrogés. Reportage. La Chine est devenue le moteur de l'économie mondiale depuis qu'elle a entrepris ses réformes et son ouverture en 1978. L'expert chinois Zhang Longyan dit que le pays a contribué à plus de 50% à la croissance économique mondiale depuis la crise financière mondiale de 2008. Il ajoute que la Chine continuera à alimenter l'économie mondiale. La Chine est la principale nation commerciale du monde et cette position ne changera pas dans le futur proche. C'est très important pour tirer l'économie mondiale. Une autre grande contribution chinoise au monde est sa nouvelle initiative de la route de la soie. Elle va explorer de nouveaux marchés et accroître le développement d'autres pays, à travers la coopération technologique et industrielle. Par ailleurs, l'internationalisation du renminbi et son inclusion dans le système de droits de tirage spéciaux contribuent au secteur financier mondial. Des experts économiques turcs ont aussi salué les réformes du côté de l'offre, sur lesquelles la Chine va se concentrer cette année. La chose la plus importante qui sera discutée lors des réunions politiques annuelles de la Chine sera la manière d'améliorer la qualité des produits. Si la qualité s'améliore, le marché mondial accueillera davantage des produits fabriqués en Chine. Et l'économie chinoise se fondera davantage dans l'économie mondiale. Ce nouveau plan économique intervient à une période critique et cette tendance devrait se poursuivre, alors qu'elle stimulera non seulement l'économie de la Chine, mais aussi bien l'économie mondiale. Par ailleurs, des économistes thaïlandais ont loué le pouvoir de consommation en hausse de la Chine comme un moyen de stimuler l'économie asiatique. Ceci parce que les pays voisins seront bénéficiaires du renforcement de la classe moyenne chinoise. L'indice de prospérité de logistique en Chine pour le mois de février a été dévoilé mercredi et les données n'ont rien révélé d'encourageant. L'indice de la Fédération de logistique et d'achat de Chine a reculé à 50%, 3,3 points de pourcentage plus bas qu'en janvier. La Fédération cite des raisons saisonnières comme la fête du printemps pour cette baisse. En attendant, le prix des services de logistique a augmenté à 51,7% en février. C'est 4 points de pourcentage plus élevés que les données enregistrées en janvier. Les analystes disent que la main-d'œuvre en logistique a été limitée pendant le Nouvel An chinois et que cela a causé une baisse des activités et une augmentation des prix des services. Cependant, les analystes disent aussi que l'industrie de la logistique en Chine est généralement stable. L'indice de prospérité de logistique a chuté en février, ce qui montre que l'industrie est touchée par des changements saisonniers. Mais les données montrent quand même une expansion, ce qui prouve que l'industrie de la logistique en Chine est stable. Aux États-Unis, le candidat à la nomination républicaine Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton ont remporté une série d'États lors des votes pour le super mardi. C'est le jour où le plus grand nombre d'États, 12, en effet, tiennent leur primaire et désignent leurs candidats aux élections présidentielles américaines. Les chaînes de télévision américaines estiment que M. Trump et Mme Clinton ont chacun remporté 7 États. Le principal rival de Trump, Ted Cruz, a remporté 2 États, tandis que le sénateur Marco Rubio en a remporté un seul.
Le seul rival de Mme Clinton, Bernie Sanders, a remporté 4 États et a promis de continuer la bataille pour la nomination dans les 35 États qui doivent encore se prononcer. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a dit que la cessation des hostilités en Syrie tient en grande partie, malgré le fait qu'on ait rapporté quelques incidents. S'adressant mardi depuis Madrid, M. Ban a dit que la priorité de l'ONU est de fournir des parachutages d'aide humanitaire aux zones assiégées. Il a dit qu'au moins 140 000 personnes devraient recevoir de l'aide d'urgence d'ici au début de la semaine prochaine. Jusqu'à présent, la cessation des hostilités tient dans l'ensemble. J'en appelle à l'ensemble des parties pour continuer à tenir leurs promesses et à faire preuve de bonne foi, particulièrement pour permettre la livraison d'aide humanitaire vitale aux zones assiégées. Certaines personnes dans ces zones n'ont pas reçu d'aide depuis des mois, voire des années. De nombreuses personnes pourraient être affamées ou mortes faute de soins sanitaires de routine. Suite au 4e essai nucléaire de la République populaire démocratique de Corée au mois de janvier dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU va voter ce mercredi une résolution comportant des sanctions à l'égard de Pyongyang. En réponse aux essais nucléaires réalisés par la RPDC en 2009 ainsi qu'en 2013, le Conseil avait déjà adopté 3 résolutions visant à renforcer les différentes sanctions précédemment imposées, qui comprennent un embargo sur les armées, un embargo lié aux missiles balistiques et nucléaires, ainsi que l'interdiction d'exporter des produits de luxe. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a commenté la décision de reporter le vote sur les sanctions contre la RPDC. En réalité, le vote n'est pas reporté, c'est simplement une question de procédure. La Chine se joindra aux discussions sur la question et va appuyer la résolution de l'ONU pourvu qu'elle cible nos principales préoccupations. Maintenant, de plus en plus de pays soutiennent et comprennent les enjeux des pourparlers à 6 parce que c'est une voie juste et raisonnable. Le président du Conseil de l'Union européenne, Donald Tusk, a déclaré que les membres de l'Union européenne devaient appliquer pleinement le code frontière de Schengen et rétablir le contrôle efficace de la frontière extérieure de l'Union européenne en Grèce. Je sais que le rétablissement des contrôles efficaces aux frontières n'est pas une décision facile, mais la vérité c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Je ne peux seulement espérer que cette difficile vérité a enfin été comprise par tous en Europe. Donald Tusk s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe à Vienne avec le chancelier autrichien Werner Faymann, alors que les tensions sont vives à la frontière entre la Grèce et la Macédoine. L'Autriche, qui est membre de l'espace Schengen, zone où l'on peut circuler sans passeport, a été très critiquée par les autres nations européennes pour avoir fixé une limite au nombre des demandeurs d'asile. Pendant ce temps, la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que le sommet de l'UE sur la crise des réfugiés lundi prochain était urgent. Elle a ajouté que l'Europe devait rétablir le système Schengen d'ouverture des frontières. Une famille de réfugiés essaye de reconstruire sa vie à Johannesburg après avoir fui la guerre civile en Syrie. Puis après leur arrivée dans la ville, ils ont ouvert un restaurant de cuisine syrienne et cela semble être un succès auprès des habitants. Reportage. Les 5 années de conflit en Syrie ont créé une vague de personnes déplacées qui ont fui la région pour atteindre les côtes européennes. Des milliers de réfugiés syriens ont choisi des routes dangereuses. Tous cherchent la sécurité et une vie meilleure. Mais Yasser et Safa Jabri al-Jeraoui savaient que le périple vers l'Europe était dangereux. Ils ont donc décidé de fuir en Afrique du Sud. Ils sont arrivés il y a 14 mois avec leurs 3 garçons et ont ouvert un restaurant syrien dans le quartier East Rand de Johannesburg. Notre premier choix était de voyager en sécurité. Je ne m'enfuis pas d'un lieu non sûr pour risquer ma vie et celle de mes enfants. Comme en mer, nous avons donc choisi ici. Nous savons que l'Afrique du Sud est un bon pays et avant, les gouvernements syriens et sud-africains entretenaient de bonnes relations.
Ne connaissant que très peu l'anglais, une valise par personne, commencer une nouvelle vie n'a pas été facile. Mais le couple est déterminé à réussir et ne veut pas être considéré comme des réfugiés. Nous sommes comme la plupart des autres Syriens qui cherchent simplement un lieu sûr. Nous sommes partis de notre pays pour être en sécurité. Nous devions recommencer notre vie en sécurité et c'est la raison pour laquelle nous avons quitté notre pays. Je trouve ça dur lorsque les gens disent que nous sommes des réfugiés. Je n'aime pas ça. Car avant, les Syriens ont reçu de nombreuses personnes venant du Koweït, d'Irak, du Liban, de la Turquie, et nous ne les avons jamais appelés des réfugiés, mais des frères et des sœurs. Nous avons ouvert nos portes. Je veux m'installer, rendre ma vie moins pénible, offrir de meilleures conditions à mes enfants pour qu'ils oublient ce qui s'est passé. Mais vous ne pouvez pas oublier ce qui s'est passé, et nous espérons rentrer en Syrie une fois que cela sera sûr. Le dur labeur de Yasser et Safa a payé. Le restaurant syrien se porte bien et les Sud-Africains peuvent découvrir une nouvelle saveur du Moyen-Orient. Je cuisine avec mon cœur et avec amour, c'est ma nourriture, je suis fier de la Syrie, je veux que les gens sachent que je suis syrien, je veux donner une bonne image du peuple syrien. C'est un nouveau début, une nouvelle cuisine, de la nourriture que nous n'avons jamais goûtée avant. C'est un endroit que je recommande. De savoir que la famille est arrivée ici en premier lieu, sans savoir ce qu'ils faisaient, de savoir qu'ils ont parcouru autant de chemins et ouvert un si magnifique restaurant, c'est remarquable. Au lieu de se tourner les pouces et ne pas savoir quoi faire, je suis très fière et contente qu'ils s'en sortent. Selon les Nations Unies, les Syriens sont à présent la population de réfugiés la plus nombreuse au monde. Mais Yasser et Safa ne veulent pas être considérés comme des réfugiés en Afrique du Sud. Ils veulent montrer que le peuple syrien est courageux et capable de reconstruire une nouvelle vie ailleurs. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour Afrique Info.